et merci de nous retrouver pour cette nouvelle matinale. En ce lundi matin, l'hymne israélien au Parlement européen, ce sera une première. Shimon Peres se rendra demain à Strasbourg. Il sera le premier président israélien à discourir devant les 27 États membres. Au-delà d'un geste fort, que peut-on attendre d'une telle visite? Nous en parlerons avec Avi Pazner sur ce plateau. Et puis en deuxième partie d'émission, il s'agira de résilience ou comment surmonter la souffrance. Nous recevrons Boris Cyrulnik, ce neuropsychiatre survivant de la Shoah, en visite en Israël pour y présenter son dernier livre, Sauve-toi, la vie t'appelle. Mais avant toute chose, place à l'actualité avec Elsa Mimoun. Elsa, bonjour. Bonjour Nathalie. L'élection présidentielle qui a débuté au Kenya dans un climat de haute tension, c'est la principale une aujourd'hui. Effectivement, un climat de violence au Kenya face au scrutin des élections présidentielles. 4 policiers ont été tués à Mombasa. Cette nuit, on redoute désormais le même scénario qu'en 2007 où 1000 personnes avaient été tuées au cours des violences politiques. Les élections opposent cette fois-ci Uhuru Kenyatta, héritier du président sortant et libéral, et Raila Odinga, déjà candidat en 2007 et présentant un programme plus social. Un attentat à la voiture piégée à l'entrée d'un quartier chiite de la métropole économique pakistanaise Karachi a fait au moins 45 morts et 150 blessés dimanche soir à moins de 2 semaines de l'annonce d'élections nationales dans ce pays. Cet attentat est le plus meurtrier en plus de 3 ans à Karachi, poumon économique du Pakistan, déjà miné par une guerre des gangs sans merci et une vague d'assassinats sur fond de rivalité politique, ethnique et économique complexe. La traque des islamistes se poursuit dans le nord du Mali où des dizaines de combattants islamistes et un soldat français ont trouvé la mort ce week-end au cours de violents combats. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a souligné qu'il s'agissait de l'un des combats les plus violents depuis le déclenchement des opérations. Selon l'état-major, au moins une quinzaine de combattants islamistes ont été neutralisés, c'est-à-dire tués ou blessés samedi au cours de ces affrontements. Ces tensions survenues justement dans ce secteur au nord-est du Mali où sont supposément détenus des otages français, des tensions qui suscitent de nouvelles inquiétudes sur leur sort. Moaz Al-Khatib s'est rendu dimanche dans des zones tenues par les rebelles dans le nord de la Syrie pour la première fois depuis son accession en novembre à la présidence de la coalition nationale syrienne, principale structure de l'opposition à Bachar al-Assad. Moaz Al-Khatib, qui a fui son pays en 2012 après avoir été emprisonné à plusieurs reprises par le régime d'Assad, est entré dans le nord de la Syrie via la Turquie et il s'est rendu dans les villes de Jarablus et de Minbij. L'objet de cette visite étant de resserrer les liens entre le CNS et les rebelles qui se battent encore sur le terrain contre les forces de Bachar al-Assad. Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient accorder à l'Égypte une aide financière de 190 millions de dollars, le président Mohamed Morsi ayant promis de mettre en œuvre les réformes économiques nécessaires pour obtenir parallèlement un prêt du FMI. Le secrétaire d'État John Kerry a annoncé le déblocage de ces fonds à l'issue d'un entretien au Caire avec Mohamed Morsi et il a reconnu les besoins extrêmes de l'Égypte dont le gouvernement est confronté à une chute des réserves en devises à un niveau inquiétant et à une augmentation spectaculaire du déficit budgétaire. Et toujours en Égypte, un membre des forces de sécurité égyptiennes a été tué. Des centaines de personnes ont été blessées lors d'affrontements entre manifestants et policiers dimanche à Port Saïd, au bord du canal de Suez. C'est ce qu'on a appris de sources policières et médicales. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dès dimanche matin dans la ville portuaire contre le maintien en détention de dizaines de prisonniers en liaison avec une émeute et une bousculade meurtrière survenue lors d'un match de football qui s'était soldé par la mort de 70 personnes l'an dernier. L'Iran est en train de se doter de 3000 nouvelles centrifugeuses destinées à l'enrichissement d'uranium. C'est ce qu'on a appris de sources iraniennes. Les autorités iraniennes avaient déjà fait savoir qu'elles allaient prochainement installer des centrifugeuses de nouvelle génération dans l'usine de Natanz, mais aucun chiffre précis n'avait été fourni jusqu'à présent. On vient à bout des tractations politiques en Israël pour la formation d'un gouvernement. Naftali Bennett siégera dans la coalition, mais sans le parti Chasse. Le parti orthodoxe a pris acte de cet accord. C'est un deal conclu, c'est ce qu'a affirmé son leader Eli Yishai. Si Chasse ne prend effectivement pas part au gouvernement de Benyamin Netanyahou, ce sera seulement la deuxième fois en 30 ans qu'il siège dans l'opposition. Une source du parti religieux a vivement critiqué le Premier ministre, expliquant que les dernières négociations entre le parti Chasse et le Likoud étaient qualifiées comme une perte de temps faute de suggestions productives. Face à ce coup de théâtre, Yeshatsil, le parti de Yair Lapid, cherche à réaffirmer sa volonté de retourner à la table des négociations. Un représentant du parti de l'ancien journaliste a laissé entendre que Yair Lapid souhaitait demander le ministère des Affaires étrangères.
Par mesure de précaution, la reine souffrant d'une gastro-entérite a été admise dans un hôpital londonien où elle devrait rester en observation pendant 2 jours. Le palais tient cependant à être rassurant. La reine n'a pas été hospitalisée en urgence. La reine, âgée de 86 ans, a rarement annulé ses déplacements à l'étranger. Sa dernière visite à l'hôpital remontait à 2003 pour une opération du genou. Et on termine avec la Fashion Week à Paris, donc avec cette ouverture. Les nouvelles collections des plus grandes marques de haute couture sont attendues. Kenzo a ouvert le bal avec son défilé sous les couleurs de l'Asie à la Samaritaine. Merci Elsa, on termine donc sur ces images de la Fashion Week. Et nous sommes à présent en ligne avec Emmanuel Navon, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Likoud. Alors, le duo Lapid-Bennett a finalement fait plier Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre n'aura donc pas la coalition qu'il souhaitait. Est-ce que c'est aujourd'hui une formule satisfaisante ? Je pense que c'est une bonne nouvelle. Cela fait plusieurs mois que j'appelle à former une telle coalition. Je crois qu'il y a eu un message très clair de l'électorat israélien lors des élections du 22 janvier, à savoir que la classe moyenne en Israël en a assez de travailler dur et de ne pas joindre les deux bouts. On a assez du fait qu'une grande partie de la population ultra-orthodoxe ne fait pas de service civil ou militaire. Et je crois qu'il y avait une volonté très claire de l'électorat de former une telle coalition. Je regrette que le Premier ministre ait pris autant de temps pour comprendre le message de l'électorat, mais c'est une bonne nouvelle. Une coalition avec Bennett et Lapid représente la volonté de la majorité. C'est une coalition qui aurait dû être formée déjà depuis longtemps et je me félicite du fait qu'elle soit en train de se constituer. Emmanuel Navon, on ne se fait pas d'illusions. Benyamin Netanyahou s'est retrouvé pris entre le marteau et l'enclume. Abba Tayoudi, de son côté, ne laissera pas le Premier ministre avancer à son gré sur le dossier israélo-palestinien. Et puis de l'autre côté, on a Yesh Atid qui risque d'imposer ses vues sur le dossier économique et social. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que cette coalition est stable ? Il faut d'abord comprendre qu'il y a un accord très large entre Yesh Atid et Abba Tayoudi sur les questions économiques et sociales. Il y a un accord quasiment total sur ces questions qui d'abord ont été les questions centrales de la campagne et qui vont être les questions centrales également de la coalition. Sur le dossier israélo-palestinien, il y a effectivement des différences entre les deux parties, mais de toute façon, il ne se passera rien, puisque comme d'habitude, l'autorité palestinienne fera tout pour rejeter les négociations, pour rejeter toutes les propositions de paix comme elle l'a fait ces 15 dernières années. Donc, quels que soient les désaccords entre Yesh Atid et Abba Tayoudi, il ne se passera rien de toute façon sur le dossier israélo-palestinien. Et le dossier d'actualité qui intéresse en priorité les Israéliens, c'est les dossiers économiques et sociaux. Emmanuel Navon, merci pour ces explications et un dossier israélo-palestinien qui sera sûrement à l'ordre du jour au moment de la visite de Barack Obama le 20 mars prochain. Avi Pazner, bonjour, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Cette coalition, vous en pensez quoi ? Eh bien, écoutez, si elle se fait, moi je crois que c'est une bonne coalition. C'est une coalition de jeunes, avec l'expérience du Premier ministre et de son parti. Je crois que c'est une coalition qui, du point de vue économique aussi, a des possibilités de réussir, parce que ce sont des gens qui comprennent à ça. Mais je ne veux pas anticiper, parce que vous savez, dans ces négociations, il peut toujours arriver des pépins. Par exemple, au moment de la distribution des portefeuilles, on ne peut jamais savoir, n'est-ce pas? Mais a priori, si cette coalition se fait, c'est-à-dire une coalition du Likoud Beiteinu, Yesh Atid, Bennett, et Tzipi Livni, je crois que c'est une coalition qui a 70 membres de la Knesset, et Mofaz, j'oublie Mofaz, qui a 70 membres de la Knesset, forte, du point de vue économique cohérente, c'est-à-dire qu'ils peuvent pousser un programme économique, et vous savez, on en parle peu, mais nous avons un gros problème économique, il nous faudra des coupes budgétaires, j'espère qu'il ne nous faudra pas d'augmentation d'impôts, mais ça sera quand même, la partie économique sera très difficile. Et là, je crois que vous avez un gouvernement cohérent qui peut pousser ça en avant. Et on l'espère en tout cas, que l'avenir nous le dira si cette coalition sera formée de cette façon. On va laisser les tractations politiques de côté pour revenir sur l'actualité qui préoccupe Shimon Peres pour le moment. On en parlait dans les titres. Il est en route pour Bruxelles. Il y a tout juste quelques jours, un nouveau rapport particulièrement critique sur les constructions israéliennes a vu le jour, appelant même à des sanctions économiques. Shimon Peres peut-il, grâce à l'aura qu'on lui reconnaît sur la scène internationale, inverser cette tendance ?
C'est possible. Il y a une atmosphère pas propice maintenant en Europe, regardant ces constructions dans les territoires. Il faut bien dire, et là il faut faire mea culpa, que pendant la campagne électorale, les partis rivalisaient entre eux de déclarations qui allaient construire plus dans les territoires. Alors, au lieu de construire, on parle. Hein, et on parle trop et on bavarde trop. Et après, on paye le prix. Maintenant, il faut réparer ce qui a été fait. Alors, Shimon Peres, lui tout seul, évidemment, c'est difficile. Qu'il peut aider sans équivoque, oui, de son aura, de son prestige, par son expérience, par son histoire, bien sûr, il va pouvoir aider. Mais ce ne sera pas suffisant. Il va falloir, le nouveau gouvernement doit falloir réparer ce débit en opinion publique qui a été créé ces 6 derniers mois. Parce que ça a été créé ces 6 derniers mois. Alors, ces 6 derniers mois, mais on remonte à l'historique des relations entre Israël et l'Europe dans son ensemble. En Europe, Israël a plutôt une mauvaise image et plutôt mal perçue, une image dégradée, une perception erronée aussi du conflit israélo-palestinien. Absolument. Est-ce que vous pensez que, dans ce contexte-là, comment cette visite de Shimon Peres va être perçue? Ça va être perçu d'une façon positive. Mais je crois qu'il faut voir les limites qu'a notre président. Il n'a pas de rôle concret dans le gouvernement israélien. Il ne peut pas prendre de décision pour le gouvernement israélien. Ce qu'il peut faire et ce qu'il va faire, c'est améliorer l'image d'Israël. J'espère qu'il va donner des tas d'interviews et qu'il va apparaître sur toutes les télévisions, pas seulement à Bruxelles, après il va à Paris, c'est-à-dire en Europe. C'est sûr que la personnalité même de Shimon Peres, le fait qu'il aille en Europe, il va parler du processus de paix, il va parler de notre désir de paix, et que l'on comprenne enfin en Europe que s'il n'y a pas de processus, ce n'est pas tout à fait la faute d'Israël, que les Palestiniens sont au moins, sinon plus, responsables du fait qu'il n'y ait pas de processus de paix. Alors justement, tout à l'heure vous parliez de l'aura de Shimon Peres qui ne résout pas tout dans le conflit israélo-palestinien. L'Europe, en tant que médiateur dans ce conflit, est-ce qu'elle peut reprendre un certain rôle? On parle de la visite de Barack Obama, on parle beaucoup moins du rôle que l'Europe joue dans le conflit israélo-palestinien. Vous savez, pour être médiateur, pour avoir un rôle dans le conflit, il faut être équilibré. C'est-à-dire qu'il faut que les deux parties vous fassent confiance. C'est ça le rôle d'un médiateur. Et aujourd'hui, il est difficile à Israël, bien sûr, car lorsqu'on parle en Europe de sanctions contre Israël, on parle. J'espère que... Ces sanctions, vous pensez qu'elles seront votées? Non, je ne pense pas. Mais le fait même que l'on parle de sanctions, ça veut dire qu'on n'est pas équilibré. Pourquoi pas des sanctions contre les Palestiniens qui refusent obstinément de parler avec nous? Non, c'est contre Israël. Donc, il est difficile d'imaginer. Mais à cela, les Palestiniens, eux, de leur côté, répondront que les États-Unis ont un parti pris à l'égard d'Israël. Eh bien, oui, mais les États-Unis sont quand même, je crois, sont quand même plus équilibrés entre Israël et le monde arabe. C'est vrai que les États-Unis sont le grand ami d'Israël. Mais regardez, par exemple, aujourd'hui, vous avez le secrétaire d'État des États-Unis en Égypte promettant plus d'assistance, plus d'aide, plus de soutien, même militaire, aux plus grands pays arabes. C'est-à-dire... les États-Unis sont quand même sont dans une position beaucoup plus équilibrée, sont à distance égale, mettons, d'une partie des Arabes, pas de tous, et d'Israël. Tandis que l'Europe penche du côté arabe. Il y a des tas de raisons, je ne vais pas commencer mon analyse. Une question de point de vue, en tout cas, vous considérez que pour que l'Europe reprenne son rôle de médiateur sur le conflit israélo-palestinien, il faut qu'elle se modère? Absolument, il faut qu'elle se modère, qu'elle s'équilibre, qu'on cesse de parler de sanctions contre Israël, de boycott de produits israéliens, qu'on cesse de critiquer Israël à chaque moment. C'est vrai, je l'ai dit, nous aussi, nous avons fait quelques petites erreurs tactiques. Ce n'est pas des petites erreurs tactiques, c'est pas, je dis nous, ce sont les partis qui ont rivalisé de déclarations. Il faut comprendre, on est en période électorale, mais il faut comprendre aussi qu'on a un vrai problème avec ce soi-disant printemps arabe qui empêche les Palestiniens de vraiment venir et parler avec nous d'un accord de paix. Ils ne peuvent pas
dans la situation actuelle, dans l'atmosphère actuelle au Moyen-Orient, aucun leader palestinien ne peut faire les concessions nécessaires à un accord de paix avec Israël. Et ça, les Européens n'en parlent pas. C'est comme si nous portions toute la responsabilité du fait qu'il n'y ait pas en ce moment de négociation. Avi Pazner, on va revenir. Vous avez été pendant de nombreuses années ambassadeur, notamment en France, mais dans de nombreux autres pays. D'un président à l'autre, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de politique entre Nicolas Sarkozy et François Hollande que vendredi, je crois, Shimon Peres rencontrera? Mais écoutez, je dois dire que pour le moment, le comportement de Hollande face à Israël a été objectif. Je ne vois pas qu'il y a là une détérioration en comparant François Hollande à Sarkozy. Ça ne veut pas dire qu'il nous jette tous des roses tout le temps, pas du tout. Mais je crois que Hollande cherche vraiment lui-même à se positionner d'une façon à ce qu'on ne peut pas le critiquer comme ayant des positions négatives envers Israël. Pas du tout. Alors on va rester en France avec un dossier particulièrement contesté, celui du Hezbollah, malgré les réticences purement diplomatiques. Est-ce que vous pensez que l'Europe doute encore de la nature terroriste de cette organisation? Écoutez, que le Hezbollah soit une organisation terroriste, c'est prouvé chaque jour. C'est prouvé chaque jour, mais l'Europe ne l'a pas encore reconnu. L'Europe ne l'a malheureusement pas encore reconnu. Et il y a là je me demande comment ça se fait que l'Europe a reconnu que le Hamas était une organisation terroriste. Si le Hamas est une organisation terroriste, le Hezbollah, qui est exactement comme le Hamas, il n'y a aucune différence, à part qu'un, c'est un mouvement sunnite, et l'autre, c'est un mouvement chiite. Les deux sont des organisations terroristes. Et c'est pour des raisons purement politiques. C'est privilégier les relations Paris-Beyrouth. C'est ça l'explication. Pas seulement Paris-Beyrouth, c'est toute l'Europe. Mais certainement, si la France reconnaissait le Hezbollah comme une organisation terroriste, je n'ai aucun doute que la plupart des pays européens iraient après la France. Ici, la France a vraiment une position clé. Et je crois qu'il ne faut pas de preuves. Regardez ce que le Hezbollah, par exemple, fait en Syrie. Les preuves, il n'y en a pas forcément besoin, mais l'argument de Paris, en l'occurrence, sur ce dossier, c'est de barrer la route aux extrémistes au Liban, de considérer que l'axe Paris-Beyrouth sert justement à modérer les tensions au Liban. Est-ce que, selon vous, c'est un mauvais argument ? Je ne vois pas la modération du Hezbollah. Mais si c'est ça l'argument, où est la modération du Hezbollah ? Le Hezbollah est un mouvement terroriste qui s'est emparé d'un pays, qui s'est emparé du Liban. Qui fait le bon temps, le mauvais, le bon temps au Liban? Le Hezbollah. C'est vrai qu'il y a un gouvernement libanais, il y a un président libanais, il y a un chef de gouvernement, il y a une assemblée. Mais où est la force militaire du Liban? L'armée, c'est pas l'armée libanaise. Il s'agit de sauvegarder cette force politique du clan Harari, justement. Mais ils sont très faibles en ce moment. Et Hezbollah a décidé que, par exemple, ils aideraient Assad, un régime détesté par la France d'ailleurs, détesté par la France. La France reconnaît les rebelles syriens. Le Hezbollah activement soutient Assad. Le Hezbollah a même conquis une dizaine de villages syriens sur la frontière syro-libanaise, dans la partie syrienne. Les actes de terrorisme du Hezbollah ont été prouvés en Bulgarie, où des Israéliens ont été tués par le Hezbollah. Il y a quelques mois, le gouvernement bulgare l'a dit, tout le monde l'ignore. Il est évident qu'il s'agit là. Vous savez qu'il y a 3 ans, nous avons réussi à éviter que El Manar, c'est la station de télévision du Hezbollah, ne diffuse en France. Au dernier moment, ils avaient déjà l'accord. Il y a ici, je crois, en France, on se trompe sur la nature du Liban d'aujourd'hui. Le Liban d'aujourd'hui, c'est pas le Liban que la France connaissait il y a 50, 60 ans. Une politique peut-être de 2 poids, 2 mesures. On sera amené à en reparler. Merci Avi Pazner d'avoir été avec nous ce matin sur ce plateau. Deuxième partie de cette matinale, neurologue, psychiatre, psychanalyste
et inventeur d'un terme, la résilience. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de notre matinale. On va parler des circonvolutions de l'âme, de la façon dont vos livres successifs, mais le dernier en date tout particulièrement, a changé notre vision de la douleur humaine. Sauve-toi, la vie t'appelle. C'est votre dernier livre sorti en octobre dernier qui est déjà en tête des ventes. On va en reparler juste après. Un petit point d'actualité pour l'heure. On vient de recevoir donc Avi Pazner qui nous parlait de la visite de Shimon Peres en Europe, à Bruxelles, au Parlement, à Strasbourg, pardon, au Parlement européen, en séance plénière. Israël qui, d'une certaine façon, a besoin de se justifier. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne méthode ? Je pense, parce qu'Israël a commis une faute de relation. Les guerres modernes sont des guerres asymétriques. Je travaille à Toulon où il y a beaucoup de militaires, et les militaires expliquent qu'il y a sur le terrain et la représentation. La représentation, elle se fait par les films, par les romans, par les explications, par le travail de la parole. Et les Israéliens, depuis, on va dire, 67, pour faire un schéma, sur le terrain, se sont sauvés, mais dans la représentation, ils n'ont pas été des communicants terribles et ils ont laissé en revanche une autre représentation se mettre en place qui fait qu'aujourd'hui Israël a besoin constamment de se justifier, et quand en France on prend la défense d'Israël, il faut argumenter beaucoup. Alors le terrain, la représentation, et puis d'un autre côté la mémoire et le travail d'écriture, c'est notre sujet. Vous parlez dans votre livre de deux naissances. La première, c'est le jour où votre mère vous a mis au monde, et la seconde, c'est une nuit. Des officiers viennent vous chercher pour mettre fin à votre vie, justement. Est-ce que la naissance, c'est forcément un traumatisme ? Alors c'est ce que disent les psychanalystes, le traumatisme de la naissance, c'est discuté. Pour moi, cette deuxième naissance, ça a été ma manière de vivre. C'est-à-dire que, à l'âge de 6 ans, quand j'ai compris que la police française venait pour me mettre à mort, et que la rue était barrée par des soldats allemands en armes avec des camions, c'était une rafle, j'avais 6 ans et demi. Je me suis dit, j'ai entendu Madame Farge qui me cachait, et qui m'avait dit « Ne dis pas ton nom, sinon tu mourras, et ceux qui t'aiment mourront à cause de toi ». Ça a été très lourd à porter. Mais quand, je ne savais pas pourquoi on me disait ça, j'avais 5-6 ans, et quand j'ai été arrêté, Madame Farge a dit aux policiers français, elle lui a dit on ne lui dira pas, laissez-le vivre, on ne lui dira pas qu'il est juif. C'est la première fois que j'entendais ce mot. Je ne savais pas du tout ce que ça désignait, mais je savais que ce mot condamnait à mort, puisqu'il suffisait de dire qu'on était juif pour mourir. Et ensuite, j'ai vu que c'était vrai. Ensuite, j'ai vu que dès l'instant où quelqu'un était dit juif, parce qu'on ne le voyait pas, il fallait qu'il le dise. Alors pour qu'on le voie, d'ailleurs, on lui demandait de porter une étoile pour qu'il soit repérable. Il suffisait de le dire pour mourir. Mais à l'inverse, il suffisait de ne pas le dire pour être autorisé à vivre. Donc je me suis mis, ma personnalité s'est probablement construite là-dessus, sur une démarche névrotique, c'est-à-dire une partie partageable de ma personnalité et une autre qui se posait des problèmes parfois douloureux en secret. Alors ce livre, c'est un livre de mémoire, c'est aussi un livre d'histoire ? Oui, parce que j'ai fait une enquête sur ma mémoire. C'est un livre d'histoire parce que j'ai demandé à des amis historiens de fouiller dans les archives, de vérifier les chiffres. J'ai fait des petites fautes, mais pas trop grosses quand même. Des lapsus ou pas, ça c'est vous qui nous le direz. Hein, oui, mais il y a des fautes. Par exemple, dans l'Ancien Testament, je trouve la fable de Madame Lot fuyant Sodome, et j'ai fouillé l'Ancien Testament, elle n'y est pas. J'ai reçu une avalanche de lettres sympathiques me disant si, ça y est, c'est dans une autre édition. Enfin, on a beaucoup joué avec cette idée. Donc je pense qu'il y a une partie de la mémoire qui est gravée et une partie de la mémoire qui est reconstruite. Et le problème, c'est que quand on confronte sa mémoire avec les neurosciences actuellement, on constate que quand on fait un effort d'imagination, c'est exactement la même partie du cerveau qui travaille que quand on fait un effort de mémorisation. Alors ça, c'est un problème. Et la mémoire dans ce livre-là, quel sens elle a revêti ? Est-ce qu'elle avait une saveur particulière, justement, du fait de toutes vos expériences en tant que scientifique ? Vous avez construit ce livre comme un scientifique ? Alors, j'ai voulu surtout éviter... C'est pas une autobiographie, c'est comme vous l'avez dit, c'est mémoire, une mémoire.
J'ai voulu éviter la représentation linéaire. Je suis né à telle date, j'étais à l'école à tel endroit, etc. Donc j'ai voulu éviter ça. Donc j'ai fait une enquête sur moi. Donc qu'est-ce qui est dans ma mémoire? Ce qui démarre ma mémoire, c'est cette condamnation à mort à l'âge de 6 ans et demi. Donc je n'ai pas voulu tirer le fil. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré des gens qui m'ont sauvé. J'ai rencontré des gens qui m'ont sauvé et je ne les ai pas reconnus parce que j'étais enfant. J'ignorais leur nom. Comment je les ai retrouvés? Qu'est-ce qu'ils m'ont appris sur la mémoire? Donc j'ai voulu tourner autour. Est-ce que vous considérez qu'elle a été fiable, votre mémoire, pour la réalisation de ce livre? Oui, il y a une partie étonnamment fiable, plus fiable même que les archives. Il y a une partie étonnamment fiable, entourée d'un flou où je me suis arrangé avec mon passé. Et ce que je viens de dire, c'est la définition de la mémoire traumatique. Alors je vais revenir sur une phrase que vous avez mentionnée lors de vos nombreuses interviews, parce qu'elles ont été nombreuses, et en particulier sur ce livre. J'étais enfant après la Seconde Guerre mondiale et pourtant j'avais clairement compris que lorsqu'on a peur de son ombre, on peut la fuir en se taisant, mais on peut aussi la cacher en mettant en lumière la partie du monde que les autres acceptent de regarder. Tout est dit avec cette phrase d'une certaine façon. Comment est-ce que vous avez géré justement l'exposition médiatique après la parution de votre livre, une exposition finalement de ce qui est du domaine de l'intime? Alors non, j'ai pris cette mémoire parce que c'est un événement social. L'arrestation des Juifs, la persécution des Juifs, c'est un domaine social, c'est pas un domaine de l'intime. Alors il y a des choses intimes. Mais c'est quelque chose que vous avez vécu vous-même et qui a pu vous marquer, et qui vous a marqué et vous traumatise. On peut dire comme ça, oui. Donc oui, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui même a probablement construit tout le développement de ma personnalité, mais c'est un phénomène social. Comment des hommes, comment une culture a-t-elle pu mettre un projet pareil à exécution? Donc c'est un phénomène social que j'ai voulu comprendre. Alors la réaction des gens, presque tout le temps, est très sympathique. Presque tout le temps. Je reçois des lettres adorables, soit de gens qui ont connu la même enfance que moi, c'est très fréquent, soit de gens qui ont un ancêtre juif, soit de gens qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, mais qui précisent qu'il leur est arrivé quelque chose de comparable, que notre aventure aux Juifs de France, persécutés pendant la Seconde Guerre, leur a permis de comprendre une partie de leur aventure. C'est la condition humaine. C'est-à-dire, j'ai parlé de moi, bien sûr, mais de la condition humaine. Et j'ai reçu quelques lettres très rares d'insultes, très rares. Hein. J'ai même reçu des lettres d'un antisémitisme nazi, avec les mêmes arguments que dans les années 30, avec l'adresse, tellement les gens se sentent peu coupables et sont convaincus d'avoir raison. Donc, mais c'est très minoritaire, ça fait quand même un drôle d'effet, mais c'est très minoritaire. Et j'ai reçu aussi quelques lettres sévères quand j'ai dit que j'étais gêné par le procès Papon. Là, j'ai été critiqué. Ce procès Papon, on y revient. C'est l'un des événements auxquels vous auriez aimé participer. Pourquoi vous n'y avez pas participé? Alors, j'aurais aimé faire un procès imaginaire, c'est-à-dire mettre en public, avec des arguments, avec des archives, avec des témoignages, faire comme si c'était un procès, mais ne pas faire un procès parce que Papon a amélioré son image au cours de ce procès. Les sondages sont très clairs là-dessus. Alors j'aurais aimé faire un procès imaginaire. Et en plus, personne ne m'a invité à y participer. Et quand j'ai demandé pourquoi on ne m'invitait pas, on m'a dit que ce n'était pas la peine. Alors qu'il y avait 2 survivants sur à peu près 1700 personnes qui sont mortes. Donc un des événements de l'histoire qui restera sûrement gravé en vous. On doit terminer cette interview. Une dernière question avant cela. La résilience, c'est l'un des mots que vous avez inventé, une notion, surmonter toutes les épreuves. Alors une fois qu'on a surmonté toutes les épreuves, l'objectif c'est de ne pas souffrir ou alors d'être heureux? Vous n'avez pas une autre question? Alors... Non. Cette question ne vous satisfait pas. Je vais la compliquer un petit peu. Boris Cyrulnik, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous considérez que vous êtes heureux? Voilà, là je suis plus à l'aise, merci. Avant ce livre, j'avais un bonheur partiel, c'est-à-dire que j'avais le bonheur que je pouvais partager avec mes amis, avec des inconnus, avec mes proches. Ça, c'était des moments heureux. Mais il y avait une crypte, dit Pérec, disent les psychanalystes, il y avait une crypte dont j'avais du mal à parler, parce que je savais qu'en parlant, je risquais de faire revenir l'angoisse ou je risquais de mettre mal à l'aise les gens que j'aime.
C'est-à-dire que ça faisait une personnalité un peu curieuse, et je pense que ça transmet un trouble. Papa, maman, je ne comprends pas, elle parle facilement, elle rit, et quand on lui dit « Et de quel pays tu viens ?», elle bredouille, elle n'est pas claire. C'est exactement comme Louis Malle l'a mis en scène dans le film Au revoir les enfants, où on voit qu'un garçon arrive dans une institution catholique, et un petit garçon, Louis Malle, qui s'est arrivé, tombe en amitié. Et il ne comprend pas pourquoi son copain, très clair, très gai, très bon musicien, très bon en maths, bafouille quand on lui demande où est sa famille. Ça crée les fantômes, le murmure des fantômes s'exprime. Alors c'est sûrement ce qui s'est passé pour moi. J'ai dû exprimer, mes fantômes ont dû bafouiller quand même et déclencher une sensation d'étrangeté. Et donc en se débarrassant de ces fantômes, en quelque sorte, vous vous êtes rendu un peu plus heureux dans ce monde. Boris Cyrulnik, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre témoignage. Et avant de refermer cette édition, un rapide rappel des titres et le climat de violence au Kenya face au scrutin de l'élection présidentielle. 4 policiers ont été tués à Mombasa cette nuit. On redoute désormais le même scénario qu'en 2007 où 1000 personnes avaient été tuées au cours des violences politiques. Les élections opposent cette fois-ci Uhuru Kenyatta, héritier du président sortant et libéral, et Raila Odinga, déjà candidat en 2007 et présentant un programme plus social. Et l'actualité au Mali, la traque des islamistes se poursuit dans le nord du pays. Des dizaines de combattants islamistes et un soldat français ont trouvé la mort ce week-end au cours de violents combats. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a souligné qu'il s'agissait de l'un des combats les plus violents depuis le déclenchement des opérations. Selon l'état-major, au moins une quinzaine de combattants islamistes ont été neutralisés, c'est-à-dire tués ou blessés samedi au cours de ces affrontements. Et l'actualité en Israël, où l'on vient à bout des tractations politiques pour la formation d'un gouvernement. Naftali Bennett siégera dans la coalition, mais sans le parti orthodoxe Chasse. Le parti qui a pris acte de cet accord, c'est un deal conclu, affirme son leader, Eli Yishai. Si Chasse ne prend effectivement pas part au gouvernement de Benyamin Netanyahou, ce sera seulement la deuxième fois en 30 ans que ce parti siégera dans l'opposition. Une source du parti religieux a vivement critiqué le Premier ministre, expliquant que les dernières négociations entre le parti Chasse et le Likoud étaient qualifiées comme une perte de temps faute de suggestions productives. Voilà pour l'actualité, voilà pour cette édition qui se referme. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Et d'ici là, comme l'aurait dit Boris Cyrulnik, mieux que quiconque, portez-vous bien.